Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Premières estimations en Israël, scrutin très serré au coude à coude entre le Likoud de Benyamin Netanyahou et la coalition de centre-gauche. Les résultats définitifs seront connus dans la nuit. Analyse des enjeux et des conséquences de ce scrutin avec Charles Anderlin en direct depuis Jérusalem. J-5 avant le premier tour des élections départementales, une campagne marquée par les attaques et les stratégies des uns et des autres, et puis la crainte d'une abstention record. Alors, qui sont les abstentionnistes aujourd'hui? Quel profil, quelle motivation et à qui cela profite? C'est le grand débat du mardi 22h tout à l'heure. Nicolas Sarkozy multiplie les attaques. Le président de l'UMP a lancé une violente charge ce soir contre le gouvernement et en particulier François Hollande, responsable selon lui de la montée du chômage. Extrait à suivre. Enfin, c'est un vote consensuel à l'Assemblée nationale sur la délicate question de la fin de vie. La proposition de loi PS-UMP a été adoptée à une très large majorité pour un droit à l'endormissement des malades en phase terminale. Les explications dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Ce sont des législatives à suspense en Israël. Les électeurs se sont mobilisés pour un scrutin qui prend des allures de référendum pour ou contre Benyamin Netanyahou. Et les premières estimations ce soir donnent le Likoud et le centre-gauche au coude à coude. Les enjeux avec Mounir Soussi. Benyamin Netanyahou pris à son propre jeu. Le Premier ministre avait dissous le Parlement en décembre dernier pour reprendre la main. Il se retrouve au coude à coude avec l'alliance entre centristes et travaillistes. Tzipi Livni, son ancienne ministre, s'est associée au travailliste Itzhak Herzog. Selon les premières estimations, il recueille 27 sièges sur les 120 que compte la Knesset. Nous sommes ensemble sur ce chemin, Herzog et moi, dans un partenariat qui a changé Israël et transformé des élections anticipées en changements, dont nous verrons les résultats ce soir, j'espère. Ces élections font entrer une nouvelle force dans le jeu politique. Les partis représentant les Arabes israéliens se sont unis et obtiennent une dizaine de sièges. Dans cette dernière journée de campagne, Benyamin Netanyahou a brandi ce résultat comme une menace. En vain, la liste Arabe Unie siégera à la Knesset. Je demande à tout le monde de voter car il faut confirmer et renforcer notre présence. Nous voulons nous débarrasser de ce gouvernement de droite. Nous sommes désormais unis et plus forts. Le nom du nouveau Premier ministre ne pourra être connu que dans plusieurs semaines. L'émiettement des sièges promet un cycle de négociations intense pour la formation d'une coalition gouvernementale. Les résultats officiels de ces élections seront connus le 25 mars prochain. Et nous sommes en direct depuis Jérusalem avec Charles Anderlin, correspondant pour France 2. Bonsoir. On voit que c'est un scrutin qui est très serré ce soir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une mobilisation des partisans du Likoud pour justement Benyamin Netanyahou? Est-ce que sa stratégie a gagné ce soir, a marqué des points en tous les cas? Écoutez, c'est fort possible. D'après les pourcentages de votants, il y en a eu plus de 4% supplémentaires par rapport à l'élection qui a eu lieu en 2013. Alors, est-ce que ces derniers jours, les partisans du Likoud, de M. Netanyahou, se sont mobilisés en masse? Est-ce qu'il a réussi à faire passer son langage sécuritaire? Vous savez qu'il a promis que s'il devait rester au pouvoir, il n'y aura pas d'État palestinien. Il a laissé entendre que la politique pourrait mener la gauche et le centre finirait par amener l'État islamique aux portes de Jérusalem. Alors voilà, selon ces sondages de sortie des urnes, et encore une fois, il faut se méfier, il ne s'agit que de sondages qui seront affinés par rapport aux résultats réels au cours de la nuit. Donc il peut y avoir encore des changements, certainement dans un mandat de député dans un sens ou dans un autre, peut-être plus. En tout cas, si ces résultats-là restent, M. Netanyahou a la possibilité de former un gouvernement de droite avec l'extrême droite, les orthodoxes et les religieux. Et Charles Anderlin, pour la première fois aussi, les Arabes israéliens se sont présentés unis à ces législatives. Est-ce qu'on peut dire ce soir que c'est la troisième force du pays désormais? Écoutez, théoriquement oui. Maintenant, cette alliance entre les trois formations arabes est finalement un mariage contre nature.
entre le Parti communiste, les islamistes et une liste très nationaliste pro-palestinienne, pro-arabe, il est fort possible que ces trois formations ne parviennent pas à maintenir leur alliance, à rester dans cette liste arabe commune. Enfin, on verra ça probablement dans les semaines qui viennent. Alors, il y a beaucoup de regards, évidemment, qui sont tournés ce soir vers Israël, beaucoup de regards des pays, des autres pays, notamment des États-Unis. S'il y a un changement de tendance, de couleur, est-ce qu'il pourrait y avoir un changement de politique israélienne ou est-ce qu'au fond, ce sera quasiment la même politique qui sera menée ? Écoutez, a priori, si c'est Benjamin Netanyahou qui forme la prochaine coalition de droite, il n'y aura aucun changement de politique, peut-être même un durcissement. Monsieur Netanyahou, et on l'a vu dans son dernier discours devant le Congrès américain au début du mois, est opposé, est à couteau tiré avec l'administration de Barack Obama. Il a annoncé hier qu'il ne voulait pas d'un État palestinien, ce qui bien entendu n'a pas fait plaisir du tout à l'autorité autonome qui au contraire espérait une victoire de la gauche et du centre pour relancer les élections. A priori, ce vote pour l'instant n'annonce aucun changement dans la politique israélienne, si ce n'est peut-être un durcissement. Merci beaucoup Charles Anderlin, en direct depuis Jérusalem. Merci pour votre analyse de ce scrutin encore donc très serré. Ce soir, on attend les résultats définitifs au cours de la nuit. Dans l'actualité, 5 jours avant le premier tour des élections départementales, les responsables politiques se démultiplient sur le terrain et également dans les médias. Le président de l'UMP était l'invité du 20h de TF1 ce soir. Et Nicolas Sarkozy critique abondamment le couple exécutif Hollande-Valls. On l'écoute. Il y a deux choses invraisemblables. Monsieur Hollande a déclaré que quel que soit le choix des Français, il ne changerait pas de Premier ministre et ne changerait pas de politique. Est-ce à dire que pour Monsieur Hollande, ce que vont dire 43 millions d'électeurs français consultés, ça n'a aucune importance? La deuxième chose qui est absolument invraisemblable et que les Français doivent savoir, c'est qu'ils sont appelés à voter pour des conseils départementaux dont ils ne connaissent pas les compétences, puisque le texte fixant les nouvelles compétences est toujours en discussion au Parlement. Alors, ça sera une occasion pour les Français de dire, depuis 3 ans, leur colère, non pas dans la rue, mais dans les urnes. Le chômage devait reculer en 2013, il a augmenté. Devait reculer en 2014, il a augmenté. Devait reculer en 2015, il augmentera. Vous aussi, vous aviez pris cet engagement, M. Sarkozy. Attendez. Vous aussi, vous avez dit que le chômage baisserait pendant votre quinquennat. Peut-être puis-je terminer. Je vous en prie. Vous savez quand le chômage va baisser? Très exactement le jour où M. Hollande partira. De nouveaux moyens pour les services de renseignement après les attentats de janvier. Il s'agit de développer un arsenal plus étoffé pour les agents en charge de la lutte contre le terrorisme. Et justement, de nombreuses mesures sont contenues dans le projet de loi antiterroriste qui sera présenté ce jeudi en Conseil des ministres. On voit tout cela avec Flora Sauvage. Objectif, donner plus de moyens à la lutte contre le terrorisme. Avec le projet de loi sur le renseignement, les agents chargés de la traque des terroristes potentiels vont avoir un arsenal de mesures à leur disposition. Désormais, ils pourront intercepter des emails ou des conversations téléphoniques, poser des micros et des caméras espions ou des balises sur des véhicules sans passer par la case judiciaire. C'est l'innovation majeure de ce projet de loi. Une autorisation administrative suffira pour infiltrer et surveiller les réseaux. À l'UMP, on salue ces nouvelles mesures qui vont faciliter le travail des enquêteurs. Je pense qu'on n'avait pas suffisamment de moyens, en tout cas pas à la hauteur du risque terroriste d'aujourd'hui. Donc nous sommes en guerre contre le terrorisme, la menace est très forte. Il faut à la fois renforcer nos moyens et protéger le citoyen. Le texte va, de mon point de vue, dans le bon sens. Pour garantir le respect des libertés publiques, le gouvernement prévoit la création de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il y aura, en vertu de cette loi, si elle est adoptée, et je pense qu'elle le sera, une autorité administrative indépendante qui pourra contrôler a priori et a posteriori le fonctionnement des services de renseignement. Le Conseil d'État a validé le cadre général du projet de loi sur le renseignement. Ce texte sera présenté en Conseil des ministres jeudi. Il sera ensuite examiné mi-avril par les députés et courant mai par les sénateurs.
La suite du 22h, dans un instant, c'est le grand débat du mardi consacré ce soir aux abstentionnistes. D'élection en élection, ils sont de plus en plus nombreux. Alors, quel est leur profil, leur motivation et à qui profite vraiment l'abstention? On en parle juste après le tour de l'info en France et dans le monde. Il est signé ce soir Agathe Pécastin. L'Assemblée nationale a adopté. La proposition de loi sur la fin de vie passe le cap du Palais Bourbon. Après une séance perturbée par des opposants à l'euthanasie, le texte mobilise une large majorité. 436 voix pour et 34 contre. Une loi qui pourrait tout changer pour les personnes en grande souffrance. 2 volets importants. Les directives anticipées afin de faire connaître ses souhaits lorsque l'on peut encore les exprimer. Mais aussi des avancées sur le traitement avec la sédation profonde. La réforme doit désormais être examinée au Sénat avant l'été. Un doute sérieux, c'est la note envoyée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Une note qui pointe du doigt les déclarations de patrimoine de Serge Dassault. L'instance de contrôle soupçonne le sénateur UMP de détenir des comptes au Luxembourg. Au total, 22 millions d'euros n'auraient pas été déclarés au fisc. Face aux accusations, le patron du groupe Dassault reste serein. Selon lui, ces révélations tentent de déstabiliser son camp à quelques jours des élections départementales. Les prothèses mammaires pourraient favoriser un nouveau cancer. Une hypothèse avancée par une récente étude. Pour la ministre de la Santé, Marisol Touraine, aucun lien direct n'a encore été prouvé. Il n'est pas indiqué qu'il faille retirer ces implants mammaires. Donc je veux rassurer les femmes qui sont porteuses d'implants. Il ne s'agit pas pour elles de retirer leurs implants mammaires, mais évidemment de suivre de façon attentive leur santé. En France, 18 cas se sont déclarés depuis 3 ans. 14 d'entre eux ne concernent qu'un certain type de prothèse. L'Agence nationale de sécurité du médicament doit se réunir dans 10 jours pour entendre les experts. Il s'agira de déterminer s'il faut aller jusqu'à l'interdiction de ces prothèses. Ils étaient quelques milliers à défiler dans toute la France. Les retraités sont descendus dans les rues de Paris, Marseille, Toulouse pour clamer leur colère. Un mot d'ordre, plus de pouvoir d'achat. Depuis 2013, les pensions sont gelées. À l'Assemblée nationale, Marisol Touraine affirme avoir pris des mesures. Le minimum vieillesse devrait être revalorisé. Et on termine avec le dessin du jour signé Willem pour Libération. Le dessinateur ironise sur les prévisions d'abstention aux prochaines élections présidentielles. D'élection en élection, c'est désormais devenu une donnée fondamentale des scrutins. L'abstention pourrait être encore une fois la grande gagnante dimanche. Beaucoup la redoutent et au-delà de cette angoisse récurrente, que signifie réellement cette non-participation? Quel est le profil des abstentionnistes? Peut-on parler, comme on l'entend souvent lors des soirées électorales, de parti des abstentionnistes? Le phénomène, en tous les cas, s'inscrit dans la durée et dans le paysage politique français. On en parle ce soir avec nos invités. Anne Levade, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université Paris-Est Créteil. Merci d'être avec nous. En notre compagnie également, Magali Balland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, chercheur associé à l'IRIS et également à la Fondation Schuman, auteur notamment du livre Le Monde selon Marine. Avec nous également Hervé Lebras, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes démographe, directeur à l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques, auteur notamment de l'Atlas des inégalités. Et puis nous accompagne également ce soir Gilles Finkelstein, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Et récemment, vous avez publié une note intitulée, je cite, « Le temps est venu d'adopter le vote obligatoire ». Et bien sûr, on va en parler, ça fait partie de notre débat. Alors, messieurs, mesdames, d'élection en élection, on le disait, il rythme les scrutins et deviennent une donnée majeure, incontournable. Les abstentionnistes, on en parle souvent comme d'une masse. On veut d'ailleurs, dit-on, réveiller les abstentionnistes, Hervé Lebras. Mais est-ce qu'ils ont tous les mêmes profils et les mêmes motivations? Non, ils sont très différents. D'ailleurs, il y a une toute récente enquête de l'IFOP qui aboutit à quelque chose de totalement inconclusif. Certains sont mécontents du système, certains, dans le cas présent, sont mécontents du fait que les compétences n'aient pas été définies. Certains sont hostiles au parti, mais aucun sentiment clair, aucune majorité, si on peut dire, ne se dégage. Alors, qui sont-ils, je dirais sociologiquement? C'est quand même essentiellement
et des jeunes et des personnes âgées. C'est-à-dire que le taux d'abstention diminue jusqu'à 35 ans, est faible ensuite jusque vers 75 ans, et bien sûr après augmente assez rapidement malgré les transports organisés par les différents candidats. Puis c'est aussi les personnes qui sont sans diplôme. Enfin, on a au fond un peu dans le portrait de l'abstentionniste type quand même quelqu'un qui est d'un niveau social assez populaire. Et ça se reflète de la même manière cartographiquement, c'est-à-dire qu'il y a des différences très nettes. Ça, on va en parler d'un point de vue, oui, c'est très important. Anne Levade, quel est le point commun? Parce que quand on vote pour un parti politique, on a des choses en commun avec les électeurs qui votent justement pour le même parti. Est-ce que le point commun des abstentionnistes, et ça paraît assez clair de le dire, c'est qu'ils réfutent justement l'utilité du vote? Ça, c'est un point commun. L'utilité du vote, je ne sais pas. L'offre qu'il aurait faite, oui, sans doute. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Oui. Je crois que c'est davantage l'offre qui est mise en cause. J'ajouterais que l'abstention, en plus, est différente d'une élection à l'autre. Ça, on le sait historiquement, même si on est plutôt face à une vague, j'allais dire, montante, qui d'ailleurs ne concerne pas que la France. Quand même le rappeler au passage, hein, c'est quand même un phénomène dans de très nombreuses démocraties. Mais le fait est que on sait que l'élection présidentielle et les élections municipales sont par exemple traditionnellement des élections, alors souvent on dit c'est le plus éloigné mais le plus symbolique et le plus rapproché, qui motivent davantage les électeurs. Et qu'en revanche, les élections européennes ou les élections départementales, anciennement cantonales, ne sont par exemple pas des occasions, j'allais dire, de déplacement important des électeurs aux urnes. Gilles Finkelstein, vous êtes d'accord? C'est un acte contestataire aussi, mais pas seulement, justement, l'abstention? Oui, pas seulement. D'abord, il y a quand même une progression spectaculaire de l'abstention si on regarde sur les 30 dernières années, à l'exception de l'élection présidentielle. Elle est épargnée? Elle est à peu près épargnée, un peu moins à un certain moment, mais dans l'ensemble, elle est épargnée. En revanche, pour toutes les autres élections, des plus locales jusqu'aux européennes, en 30 ans, vous avez eu de 20 à 30 points supplémentaires d'abstention. Donc un phénomène absolument massif. Et en devenant massif, la nature de l'abstention a aussi changé. Il y a une partie de l'abstention qui est ce que Anne Muxel a appelé les abstentionnistes hors du jeu politique. C'est ceux dont a parlé Hervé Lebras tout à l'heure, ceux qui ne s'intéressent pas ou qui s'intéressent peu à la vie politique. Et puis, il y a de plus en plus des abstentionnistes dans le jeu politique qui ont un profil différent, souvent plus diplômés, et qui sont ceux, et Anne Levade a raison, ils ne refusent pas l'utilité du vote. En revanche, ils sont insatisfaits de l'offre électorale. Vous êtes d'accord, Magali Balance? C'est ce profil-là, cette cartographie-là qui se dessine? Oui, oui, absolument. Et vous parliez d'Anne Muxel, on pourrait aussi faire référence à Pascal Perriot, qui a beaucoup travaillé sur le sujet de l'abstention, justement, et qui montre qu'en fait, en gros, il y a l'abstention par choix politique et puis l'abstention par apolitisme, d'une certaine manière. Donc on retrouve effectivement ce que et est-ce que vous serez d'accord? J'ai parlé tout à l'heure du parti des abstentionnistes. Souvent, on entend parler de cela lors des soirées électorales. Est-ce que c'est un abus de langage ou est-ce que c'est une armée, en tout cas un parti également? Puisque vous dites qu'ils ne votent pas seulement. Non, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que non, c'est un abus de langage. Parce que, à part le fait qu'ils soient abstentionnistes, et ce qu'on vient de dire le conforte encore plus, ils sont très différents. Et il n'y a aucune, heureusement d'ailleurs, aucune organisation. Un parti, c'est quand même une organisation. C'est quand même des militants, c'est quand même un bureau parfois politique. Il n'y a rien de tout cela chez les abstentionnistes. Donc c'est une facilité de langage de dire que c'est un parti. Et Anne Levade, est-ce que en ce moment dans les enquêtes, on remarque que les plus démobilisés sont les électeurs socialistes? Est-ce que justement ce sont les électeurs du parti au pouvoir, justement, qui sont démotivés, qui ne se déplacent pas? Alors, je pense que c'est difficile. C'est sans doute le lot, effectivement, d'un certain nombre des dernières séries d'élections que l'on a eues. Ce qui, du coup, explique que souvent les élections intermédiaires sont effectivement des élections qui sont défavorables à ceux qui gouvernent. Ce qui, après, est difficile à apprécier, c'est que je pense que le vote est beaucoup plus volatile qu'il ne l'était par le passé, de manière générale. C'est-à-dire que, sans doute, les traditions politiques, parce que les offres politiques, à certains égards, se rapprochent sur certains sujets, conduisent à ce qu'on puisse avoir des électeurs qui, au premier tour, vont voter pour frapper fort. Je pense notamment à l'élection présidentielle, en se disant que, de toute façon, comme c'est forcément les deux qui arrivent en tête qui l'emportent, ça permettra de se déterminer de manière sérieuse au deuxième tour. Qu'ensuite, au deuxième tour, ils vont, en fonction
de l'offre qu'il aurait faite se déterminer, mais on sait maintenant depuis au moins 20 ans qu'il n'est pas rare que des gens qui à la présidentielle ont voté à gauche à l'occasion d'une élection votent plutôt à droite à la suivante et réciproquement. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a moins de continuité peut-être que par le passé. Ouais, je voudrais prolonger ce que vient de dire Anne Levat sur la volatilité électorale. On avait pendant la campagne présidentielle essayé de pister cette volatilité. La volatilité. Alors expliquez-nous, parce que pister la volatilité, là, c'est-à-dire de comprendre quelle est l'ampleur, la nature, le moment des changements d'intention de vote, ce que les sondages ne permettent pas de faire. C'est très intéressant. Et alors, quelles sont les conclusions ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a suivi les mêmes électeurs, 6000 électeurs entre le mois de novembre et le mois de mai 2012. Et ce qui était très frappant, c'était d'abord que cette mobilité électorale était absolument considérable. Entre le mois de novembre et le mois de mai, plus de 50% des électeurs ont changé. Et ils ont changé à la fois d'intention de vote, et ça nous ramène à notre sujet, pour partie, ils ont changé d'intention de voter. C'est-à-dire qu'il y a une enquête où il déclarait vouloir aller voter à l'élection présidentielle et la vague d'après où il ne voulait plus voter. Et au total, vous avez près de 25% des électeurs qui ont changé d'intention de voter entre le début et la fin de la campagne pour la plupart d'entre eux, finalement venir voter puisqu'il y a eu une participation importante à cette élection. Mais c'est de plus en plus une des données de d'abord la mobilité, et une des données de la mobilité, c'est abstention ou vote. En même temps, il y a un paradoxe, parce que je suis d'accord avec cette mobilité, mais en même temps, quand on regarde les résultats, comme tu le sais, ils sont remarquablement stables. Si vous regardez les résultats, même de façon extraordinaire, quand vous comparez les résultats de Hollande au premier tour, même au second tour d'ailleurs, et ceux de Ségolène Royal au premier et au second tour, c'est la même cartographie. Donc, il y a un mystère, c'est ce que ça se passe à une époque, on disait, c'est parce que ça se passe à l'intérieur des familles, c'est-à-dire certaines fois le père va voter pour le Front National, puis la fois suivante, ça sera le fils. Donc c'est quand même une mobilité mystérieuse, parce qu'elle est restreinte. Au résultat, il y a très peu de mobilité, et c'est vrai aussi pour l'abstention, il y a une grande continuité dans la cartographie de l'abstention. Et puis il y a une autre question importante, à qui profite l'abstention? En ce moment, il y a une vraie bagarre là-dessus. Magali Ballin, vous allez nous en parler parce que vous étudiez justement le Front National. On va revenir un instant et s'arrêter sur le profil des abstentionnistes aujourd'hui. Qui est vraiment cette France abstentionniste? L'abstention est-elle devenue une réponse politique à part entière? Élément de réponse avec Nathalie Guillouard, et puis on revient avec vous sur justement à qui profite l'abstention. Nous sommes à 2 semaines des élections départementales. L'abstention s'annonce record, on le sait. On a beaucoup dit que les Français n'étaient pas passionnés par cette élection. Le taux d'abstention s'annonce très fort. À chaque élection, c'est toujours le même refrain. L'abstention se présente comme la plus grande menace et le phénomène se répète d'année en année. Depuis, le profil de l'abstentionniste type est un personnage connu. Ce sont toujours le même type de personnes qui ont du mal à se mobiliser vers les urnes en dehors des présidentielles. C'est dans les quartiers populaires des grandes villes qu'on enregistre les records d'abstention, parce que ce sont des quartiers précisément qui rassemblent une population plus jeune que la moyenne, moins diplômée, plus au chômage que la moyenne. 20 ans que le phénomène de l'abstention prend de l'ampleur et pour certaines élections, le constat est sans appel. Pour les européennes, le taux d'abstention est passé de 39,29% à 56,5% en 35 ans. Et en gros, ceux qui décident de l'élection sont les personnes âgées, les personnes les plus diplômées, les personnes les plus assises économiquement. Donc ça produit des effets extrêmement importants en termes de représentation. Ici, dans cette agence de communication, on s'est mobilisé pour les élections présidentielles de 2012. M'abstenir n'a pas rendu mon monde meilleur. Leurs équipes ont mis en place une campagne publicitaire pour lutter contre l'abstention. Et pour attirer l'électorat, tous les moyens sont bons. Et là, sur l'enveloppe, on a mis, par exemple, notice d'emploi. 1, ouvrez votre gueule. 2, fermez l'enveloppe. Et là, qu'est-ce qu'on joue? On joue sur l'idée de tous les gens qui passent leur temps à râler, à ouvrir leur gueule et qui en fait ne vont pas voter. Donc on utilise ce ressort pour interpeller les gens. Pour ceux qui ne vont pas voter, certains politiques proposent des solutions plus radicales, comme le vote obligatoire. L'idée n'est pas nouvelle, mais ressurgit régulièrement à chaque élection. Aujourd'hui, on ne sait pas si l'abstention est en quelque sorte un oubli, une négligence, un désinvestissement, un éloignement, ou si c'est un acte politique. Si c'est un acte politique de refus du choix qui est proposé, des différents partis, des différentes listes, des différents candidats, alors le vote blanc permettra de mesurer réellement
l'ampleur de cet acte politique. Nouveau découpage, nouveau mode de scrutin, flou autour des compétences, des aveux des politiques, les élections départementales concentrent les raisons d'une abstention record annoncée. À voter. Alors voilà pour les slogans, les mots utilisés justement pour motiver ces abstentionnistes, les réveiller, comme a dit encore hier Najat Vallaud-Belkacem. Magali Ballan, il y a en ce moment une dramatisation à la façon de Manuel Valls, il y a la critique permanente à la mode de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ces recettes, j'allais dire classiques, sont encore efficaces selon vous pour bien réveiller ces abstentionnistes? Je ne pense pas, non. De toute façon, les recettes miracles pour... je crois qu'on a un peu tout essayé, enfin en tout cas les hommes politiques les ont essayés, il n'y en a pas vraiment une qui marche plus que l'autre, donc j'aurais tendance à penser que non. Après, la question de savoir si ça va éventuellement favoriser le vote en faveur du FN, il est évident que la grande particularité par rapport à l'abstention, c'est que les électeurs du Front National se mobilisent davantage et donc, autrement dit, sont moins abstentionnistes que les autres, tout particulièrement concernant les élections qu'on peut qualifier d'intermédiaires, c'est-à-dire notamment les élections départementales, les élections européennes, municipales et ainsi de suite. Donc, on pourrait dire dans ce sens-là qu'à la limite, c'est un électorat qui est moins concerné par ce phénomène. Dont on parle. Il y a une vraie bagarre en ce moment, c'est-à-dire Jean-Christophe Cambadélis, au PS, dit que l'abstention, c'est l'explication majeure, dit-il, du gros score du FN. À l'inverse, Marion Maréchal-Le Pen estime que plus la participation est forte, plus le score du Front National est élevé. Où est la vérité selon vous, Anne Levade? C'est compliqué, mais... Sans doute un peu entre les deux. Ouais. Sans doute un peu entre les deux. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a d'une part des électeurs militants au Front National, j'allais dire historiques ou entre guillemets nouvelle vague. Je connais beaucoup moins bien le sujet que Magali Ballan, mais qui évidemment sont très mobilisés au moment des élections et qui sans doute le sont beaucoup plus que les électeurs des partis de gouvernement classiques. Et puis, on entend quand même monter une petite musique chez ceux qui ne veulent pas s'abstenir, qui veulent manifester une forme de contestation et qui en même temps disent finalement on a tout essayé, la droite, la gauche c'est pareil et finalement les seuls qu'on n'a pas encore essayé c'est le Front National et qui est de nature effectivement, me semble-t-il, à faire monter la tentation de voter pour le Front National. On peut prendre un exemple, Hervé Lebras. On peut se rappeler ce qui s'est passé le fameux 21 avril 2002. Ce jour-là, je crois que l'abstention, précisément, elle monte à plus de 28%. Un record pour un premier tour d'élection présidentielle. Et on connaît la suite. Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour. Mais l'abstention recule de pratiquement 7% entre les deux tours. Exact. Mais de façon assez paradoxale, parce que pour revenir à quel est le rapport entre FN et abstention, il y a une chose curieuse, c'est que en termes régionaux, en France, c'est les zones les plus FN qui sont aussi les zones où il y a le plus d'abstention. C'est-à-dire c'est la barre nord-est de la France et c'est le rivage méditerranéen. Plus, vous l'avez dit, les quartiers populaires des grandes villes. Du coup, c'est assez difficile de savoir quelle est la relation entre les deux. Est-ce qu'il y a des reversements entre le vote FN et l'abstention? Et je pense que c'est ce qui doit se produire et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à détecter de relation claire entre les deux. C'est parce qu'ils ont le même terreau, au fond. Et c'est assez logique parce que il y a dans le vote FN un terreau d'insatisfaction, un terreau de déception, d'aspirations qui n'ont pas pu se réaliser. Et je pense qu'on retrouve ce même terreau pour l'abstentionnisme. Donc savoir Donc on ne peut pas démêler... je crois que c'est indémêlable. Vous êtes d'accord, Gilles Finkelstein? Oui. C'est un phénomène très nouveau. Que les électeurs du Front National soient moins abstentionnistes que les autres. Pendant longtemps, ça a été exactement le contraire, en raison de la sociologie des électeurs du Front National qui étaient issus davantage des milieux populaires. Et là, depuis maintenant peut-être 10 ans, c'est le contraire, ce sont eux qui sont moins abstentionnistes et surtout, on parlait de la mobilité tout à l'heure, c'est l'électorat le plus fidèle. Quand vous regardez aux dernières élections, aux élections européennes, comment ceux qui ont voté avaient voté à l'élection présidentielle. 90% de ceux qui ont voté FN avaient voté Marine Le Pen. Pour tous les autres partis, c'est entre 40 et 50% seulement. Donc, ils sont aujourd'hui plus mobilisés, plus fidèles, et c'est un élément tout à fait nouveau. Après, est-ce que ça veut dire que l'augmentation ou la baisse de la participation aurait un impact sur le score du Front National? Je pense qu'il faut être extrêmement prudent parce qu'en réalité, on ne sait pas très bien, et même on sait très mal,
comment voteraient les abstentionnistes s'ils votaient. Alors on va continuer évidemment à parler de ce sujet, à parler également des mots et des slogans pour mobiliser les abstentionnistes, mais on va parler en particulier de cette élection. Redécoupage des cantons, parité, relèvement du seuil pour accéder au second tour. Eh bien la réforme électorale voulue par le Parti socialiste en 2013 pourrait avoir des effets dévastateurs justement sur ce scrutin. On voit tout cela avec Quentin Calmet et Paul Bouffard, on en parle juste après. Une carte des cantons divisée par deux, un seuil d'électeurs relevé pour se maintenir au second tour. La réforme électorale pourrait coûter cher aux socialistes, une épine dans la botte du parti à 4 jours du vote. Au Sénat, on ne s'alarme pas pour autant. Et si on parlait aussi de la parité, où pour la première fois dans l'histoire de ce pays, vous allez avoir autant de femmes conseillères départementales que d'hommes. Moi je connais des départements où vous avez 2-3 femmes seulement présentes dans les assemblées. Et là, grâce à cette loi, qui est une révolution dans les esprits, dans les pratiques, vous allez avoir cette parité obligatoire. Ben, écoutez, moi j'ai plutôt envie de retenir cela. Après, ceux qui ont envie de s'amuser sur la question des seuils, cette question ne se posera pas s'il y a de la participation. Dimanche, le seuil pour se maintenir au second tour passera de 10 à 12,5% des inscrits. Un proche de Manuel Valls avait pensé cette nouveauté pour favoriser les grands partis sans prédire la montée du Front National. Cette réforme pourrait éliminer de nombreux candidats socialistes dès le premier tour. Si le Parti socialiste n'est pas en mesure d'atteindre un tel objectif, il doit se poser de vraies questions. Donc non, je ne le prendrai pas comme ça. Je pense que la réforme, comme toute réforme, est délicate. Elle n'est pas toujours bien comprise, que ça change les habitudes. D'un autre côté, elle était probablement inévitable. Réforme territoriale, redécoupage des cantons, mise en place des binômes, changement des compétences des uns et des autres. Bon, tout ça est arrivé, réduction des dotations. Tout ça arrive peut-être pas forcément au bon moment. Monsieur Sarkozy avait fait le même exercice il y a quelques années qui lui avait coûté cher. J'espère que ce ne sera pas la même chose pour les socialistes. En mars 2014, les municipales étaient un échec pour le Parti socialiste, une perte d'ancrage local. Dimanche, le parti de la majorité présidentielle risque de perdre une vingtaine de départements. Voilà, alors bien sûr, il y a la révolution de la parité, Anne Levane, mais ce qui est incroyable à souligner, c'est que rarement un scrutin n'a si peu concerné le sujet dont il est question, c'est-à-dire le département. Qui a parlé du département? Vous cherchez? À peu près personne, mais alors je pense que là, il y a des causes politiques et juridiques qui se mêlent. D'abord parce que, sans doute, ces élections départementales qui étaient annoncées ont vu le message un peu brouillé par le débat sur la réforme territoriale, qui d'ailleurs est en cours, et qui lui-même, sur l'objet département spécifiquement, a été particulièrement compliqué, puisqu'on nous a dit à un moment donné qu'il n'y en aurait plus, puis qu'il y en aurait, et puis qu'il n'aurait plus de compétences, et puis qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment quelles sont ces compétences. Cela dit, je ne suis pas absolument convaincue que pour la majorité des électeurs qui vont se déplacer aux urnes dimanche prochain, ce soit un aspect absolument déterminant, pour deux raisons. La première, c'est que je pense que tout le monde n'était pas forcément très au clair, et ça n'est pas un reproche, sur ce qu'étaient les compétences des conseils généraux en ancienne formule. Et la deuxième chose, c'est que malgré tout, il y a aussi cette idée d'un message politique à l'occasion d'un scrutin qui, bien qu'étant une élection est devenu locale, complètement nationale, voilà, oui, de dimension nationale et sur l'ensemble du territoire. Ce qui est vrai en revanche, c'est que à l'occasion de cette réforme, là, j'allais dire à caractère technique, procédural sur le mode de scrutin, sans doute, il y a certains enjeux qui n'ont pas été appréciés, peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas l'être à l'époque, et notamment la question du relèvement du seuil à 12,5% est sans doute un enjeu, j'allais dire, parmi les plus délicats. L'objectif était clair. Dont on verra les conséquences. Voilà, l'objectif était clair, éviter les triangulaires, mais évidemment à un moment où sans doute on n'imaginait pas que le duel risquait d'être, dans de très nombreux cas, un duel avec le FN. Je suis tout à fait d'accord. Ceci dit, ce qui est curieux, c'est quand même pour le citoyen ordinaire, il sait que le département a la compétence sociale et que c'est une compétence qui est relativement menacée. Donc je suis d'autant plus étonné qu'il y ait eu peu de mobilisation et qu'aucun des partis n'ait beaucoup joué sur cette fibre. Alors je pense pour la gauche, c'est parce que tout n'était pas acquis dans la réforme des territoriales. La droite n'a pas joué non plus beaucoup sur ce thème. Or, je crois que tout le monde sait que par exemple l'aide personnalisée de l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie. C'est un sujet important. Le département. Exactement. Alors comment vous l'expliquez justement les uns les autres? Il y a ce sujet, il y a aussi les impôts locaux
Comment ça se fait qu'on n'en parle pas? Nicolas Sarkozy en a parlé ce soir, il était l'invité aux 20h de TF1, mais tout au long de la campagne, on a du mal à trouver justement ces problématiques locales dans les différents discours et meetings, mis à part les attaques qui sont très nombreuses. J'ai vu ça. D'abord, ne repeignons pas en rose, si je puis dire, les élections précédentes. Je ne suis pas convaincu que lors des précédentes élections départementales, on ait parlé de manière extrêmement détaillée des compétences et des projets départementaux. Et à l'inverse, si on va regarder aujourd'hui les campagnes sur le terrain, je crois qu'il y a beaucoup d'endroits dans lesquels les candidats parlent de ce que sont les enjeux départementaux. La difficulté avec cette élection-là, c'est qu'on a à la fois ce que vous avez montré, c'est-à-dire une élection nouvelle, un nouveau découpage, un nouveau mode de scrutin, et une institution incertaine à la fois dans son existence et dans ses compétences. Beaucoup, hein. Donc tout ça fait beaucoup et tout ça explique la situation un peu baroque qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. Oui, mais il y a aussi quelque chose d'autre qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que justement cette réforme de ces élections a provoqué une nationalisation quand même de ces élections, ce qui fait qu'aujourd'hui on considère ces élections comme un espèce de test. En tout cas, la plupart des partis politiques, et tout particulièrement d'ailleurs le Front National, considèrent vraiment ces élections peut-être plus encore qu'auparavant, comme un test en vue de l'élection présidentielle à venir de 2017. Et ça, c'est lié... pour eux, c'est l'antichambre de la présidentielle. Oui, c'est une façon de voir où ils en sont à peu près par rapport aux électeurs, de tester un certain nombre de sujets également. Et ça vient effectivement de cette réforme, notamment où on a décidé cette année de renouveler la totalité des conseillers départementaux, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Le Front National, me semblant, être dans une position particulière, parce que tout en ayant largement contribué à la nationalisation du débat, en même temps, ils ont veillé à être hyper présents d'un point de vue local, puisque c'est le parti qui a le plus de binômes candidats, et que donc c'était aussi une manière de montrer que leur légitimité nationale avait un ancrage local, ce qui est assez nouveau pour parce qu'ils sont Front obligés National, me semble-t-il. C'est aussi parce qu'ils voulaient obtenir un ancrage local. Ils ont besoin. C'est paradoxal, ils ont nationalisé le débat, alors même que c'est avec une base locale sans doute plus forte que jamais auparavant. Ils ont besoin de renforcer leur maillage. Comme ils n'ont pas cette base locale, ils ne pouvaient absolument pas la défendre. Ils ont 2 conseillers à l'heure actuelle, donc c'est vrai que pour eux, ils ne peuvent pas faire moins. Voilà, c'est à gagner, tout est à venir. Alors, je reviens aux abstentionnistes et puis aux mots et aux slogans, justement, pour les appeler à venir voter. Gilles Filkestein, il y a les appels à aller voter et ceux qui imaginent la contrainte. La proposition de loi écologiste de sanctionner en cas de non-vote par une amende dissuasive, vraiment, je vous pose la question, est-ce que vous pensez sincèrement que ça peut être efficace, une forme de démocratie punitive? Je ne reprendrai pas ce mot-là. Quand vous payez une amende, ce n'est pas un cadeau, généralement. C'est exact. J'ai été pendant longtemps hostile au vote obligatoire, sensible aux arguments traditionnels de la démocratie libérale, c'est-à-dire considérant que le vote est un droit et qu'il est loisible pour les citoyens d'en user ou de ne pas en user. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est ce qu'on a évoqué précédemment, c'est-à-dire une abstention qui progresse de manière spectaculaire et à un moment, des élections sans électeurs, ça commence à être problématique et ça commence à venir miner la légitimité même de la démocratie. À cela s'ajoute le fait que on a une République qui est de plus en plus attaquée et je crois qu'elle doit montrer qu'elle sait mobiliser et c'est une certaine conception de la République qui n'est pas seulement... Parce que vous dites protéger la République, mais vraiment je vous repose la question. Oui. J'imagine parfois ceux qui nous regardent ou nous écoutent à la radio ou à la télévision, ils disent on nous donne des leçons pour venir voter alors que parfois c'est un acte politique de ne pas venir voter. Est-ce qu'en les sanctionnant, vous pensez vraiment qu'ils vont réaliser ce que vous dites? Alors on va parler de la sanction, mais d'abord parlons du principe du vote obligatoire. Parce que vous avez des pays dans lesquels le vote est obligatoire, mais il n'y a pas de sanction. Donc d'abord, débattons du principe. Est-ce que le vote n'est pas seulement un droit individuel, mais il a aussi une autre fonction dans la société? Le vote obligatoire, évidemment, il aurait pour effet d'accroître la participation, c'est son objet. Mais je crois qu'il a une autre vertu extrêmement importante. Dans quelles élections, on l'a vu, l'abstention est-elle particulièrement forte? Ce sont dans les élections, notamment les élections locales, on va le voir encore une fois, aux élections départementales. Et ça a été évoqué par Céline Bragg dans le sujet que vous avez montré, qui décide du vote à une certaine catégorie d'électeurs. Le vote obligatoire aurait une grande vertu, c'est qu'il obligerait les élus, je ne parle pas des électeurs, qu'il obligerait les élus
à s'intéresser à l'ensemble de leur territoire, à l'ensemble de leur quartier, y compris là où il n'y a pas, où il y a peu d'électeurs. Et ça changerait beaucoup la dynamique des politiques publiques. Hervé Lebras, je vous laisse réagir et j'ajoute un élément. Est-ce que ce vote obligatoire ne pourrait pas aussi gonfler les voiles du Front National, parce que c'est obliger quelqu'un à aller voter. C'est traditionnel de dire le parti qui s'opposera à ce vote obligatoire. C'est une question qu'on peut poser. Mais je crois si on va un cran plus loin, c'est une chose dont on n'a pas parlé jusqu'ici. Il n'y a pas simplement les abstentions, il y a les notes d'inscription sur les listes électorales et c'est pas rien. Ça représente 7% des électeurs potentiels et dans les classes d'âge 18-24 ans, c'est 12%. Donc à partir du moment où on sanctionnerait alors que l'inscription est obligatoire, ceux qui sont oui, donc il faudrait aussi sanctionner ceux qui ne s'inscrivent pas. Dans ce cas-là, on ne s'inscrirait pas. On aurait 2 types d'obligations différentes. C'est la sanction pour tous, avec ce que vous proposez. On essaie de clarifier. Il y a les effets, et notamment l'effet électoral qui profiterait du vote obligatoire. Je pense que la réponse est que personne n'en sait rien. Et donc c'est très bien, pas d'arrière-pensée tactique, débattons du principe. Après, il y a les mesures d'accompagnement. Et une des mesures d'accompagnement, c'est qu'évidemment, il faudrait faciliter les inscriptions. Le système des inscriptions automatiques ne fonctionne pas très bien, il concerne que les jeunes. Donc ça, c'est des mesures d'accompagnement qui sont évidemment obligatoires et totalement liées au vote obligatoire. Il y en a une autre qui est plus complexe, c'est le vote blanc. Vous ne pouvez pas dire le vote est obligatoire et ne pas offrir à part égale d'une autre expression le vote blanc. Donc c'est-à-dire la reconnaissance du vote blanc comme un suffrage exprimé. C'est un autre complément qui est absolument lié. Exactement. Non, ce qui n'a pas été fait pour les élections européennes. Les élections européennes font que, enfin toutes les élections maintenant, le vote sauf la présidentielle, est reconnu comme un vote. Ce n'est pas un vote nul, il est décompté. Mais ce n'est pas un suffrage exprimé. Très bien, on a compris la nuance. Je reviens au vote. Elle est absolument considérable. C'est extrêmement important, parce que l'idée, c'est effectivement de ne pas affaiblir la légitimité de celui qui est élu. Donc on a choisi, j'allais dire, la plus mauvaise des solutions, c'est-à-dire l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on laisse penser à ceux qui votent blanc que ça compte, mais dans la réalité, ça ne compte pas vraiment. Et c'est forcément insatisfaisant pour celui qui a voté blanc. D'ailleurs, les médias, me semble-t-il, au moment, et ceux qui ont fait l'analyse des élections européennes ont très peu parlé du vote blanc. C'était quand il était négligeable. Alors c'est vrai qu'il y avait d'autres retours sans doute à faire sur cette élection. Mais sciemment pour autant, pour l'élection présidentielle et pour les référendums, on a fait le choix que le vote blanc ne figure nulle part, à l'ancienne, j'allais dire, considérant que comme là, on est dans une option avec une alternative à 2 branches, forcément, il fallait qu'il y ait une majorité absolue qui s'incarne. J'ajoute juste, pardon, pour contribuer aux éléments que vous évoquiez tout à l'heure, il y a d'autres alternatives, j'allais dire, qui évidemment ont un inconvénient majeur, c'est qu'elles sont extrêmement coûteuses. Mais je prends le cas du référendum. Et qu'en ce moment, c'est pas le moment. Non, mais je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit. Moi, je suis pas sûre que le vote obligatoire soit une bonne solution, pour dire le fond de ma pensée, notamment compte tenu des effets qu'on ne peut pas connaître. Alors peut-être je fais du calcul politique à rebours, mais je pense que le risque de l'effet du vote obligatoire est suffisant pour y réfléchir à 2 fois. En revanche, on le sait, nous avons connu des référendums où le taux de participation était historiquement bas. Je pense par exemple à celui de 2000 sur le passage au quinquennat, où on a eu 30% de votants, ce qui évidemment était désastreux. On n'a jamais pour autant posé à tort, me semble-t-il, la question de savoir s'il fallait fixer un seuil minimal pour qu'un référendum devienne pertinent, ce que font de très nombreux États. Et c'est vrai que les 2 éléments sont, me semble-t-il, à prendre en considération. Le fond du problème, c'est de revaloriser la démarche démocratique. Et c'est un vrai problème parce que l'abstention pourrait être encore une fois la grande gagnante pour ce dimanche, ce scrutin. Merci en tous les cas d'avoir participé à ce débat. Merci Magali Balland, Gilles Finkelstein, Hervé Lebras et Anne Levade. On arrive à la fin de ce journal. Je vous en rappelle la principale information. En Israël, c'est un scrutin très serré qui se joue ce soir. Les premières estimations placent vraiment au coude à coude le Likoud de Benjamin Netanyahou et la coalition de centre-gauche. Les résultats définitifs seront connus dans la nuit, mais promettent déjà des semaines de tractation, vous le savez, pour former une coalition. On arrive à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain, 22h bien sûr, avec plaisir. Belle et douce nuit à vous.